Noël Châtelet, bonjour. Vous venez Bonjour. de publier au Seuil « Laisse courir ta main ». C'est un livre exceptionnel, vraiment exceptionnel. Mais comment le classer, ce livre? Dans quelle catégorie? C'est un essai, mais pas que. Il y a une biographie, mais pas que. Est-ce que vous pourriez m'autoriser à dire que c'est un livre transgenre? Ah oui, l'expression me va tout à fait. On aurait pu dire un ovni, puisqu'on parle de beaucoup de Mars en ce moment. C'est Bon, vrai. bon. Mais oui, Transgenre, oui, comment le oui. classez-vous vous-même? Ben, il est inclassable. En effet, vous avez raison. C'est sa définition propre. Il est inclassable. Il est inclassable parce qu'il est venu de quelque chose d'inclassable aussi, d'ailleurs. En réalité, il est venu à un moment de ma vie, j'ai 75 ans aujourd'hui, où peut-être il devait venir. C'était le bon moment. Et il est venu d'une manière assez étrange, que je raconte à la fin du livre, mais on va le dire tout de suite au début, comme ça sera clair. Voilà. Je me vois tout à coup clouée au lit pendant 4 mois, sans pouvoir bouger. Il y a un an de ça, avant le confinement, j'ai eu mon confinement avant les autres, si je puis dire. Et à chaque fois que j'ai eu à souffrir de mon corps, ou de quelque chose qui n'allait pas avec mon corps, celle qui travaille sur le corps depuis 50 ans s'est toujours posé la question de savoir pourquoi. Alors là aussi, bien sûr, je me la suis posée et je savais pourquoi. La raison, c'est que je ne voulais plus écrire de livres. J'avais décidé de passer au théâtre, à l'écriture théâtrale, qui m'habitait depuis très longtemps, qui m'attendait depuis très longtemps. Que vous attendiez également depuis très longtemps. Oui, c'est une histoire d'amour presque. Et j'avais donc cette pièce entre les mains, très importante pour moi, parce qu'elle poursuivait d'une certaine manière le travail théorique que j'ai fait dans un certain nombre de livres. Et puis cette pièce, elle n'a pas pu se monter. C'est-à-dire qu'il y a eu une succession d'avancées, puis de reculades, puis d'avancées, puis de reculades, etc. Et là, tout à coup, vraiment la bonne période, voilà. Non plus. Non, c'était bien avant le confinement. Et là, je me suis arrêtée de marcher, tout simplement. Je me suis immobilisée. Bloquée. Et là, que faire? Une chance pour moi qui est écrit dans mon lit. La seule posture antalgique que j'avais trouvée, c'était celle de l'écriture. Dans mon lit, avec un petit pupitre, etc. Et là, j'ai commencé à écrire. Mais, évidemment, il y a toute une part de moi qui voulait pas. Ouais. Et là, je me suis comme ça. Mais oui. Et vous savez, on est multiples. Hein. En tout cas, là, j'ai été double pour le coup, puisque j'ai décidé de m'adresser à moi-même dans ce livre. C'est peut-être ce qui fait sa particularité, ma chère Luce. Contre vous-même. Pardon? Ah ben voilà, alors je fais une main courante, d'où le titre, Laisse courir ta main. Je fais une main courante contre celle en moi qui depuis 50 ans travaille sur le corps et sait très bien qu'à chaque livre, à chaque expérience, à chaque moment intense de réflexion, mon propre corps a été investi et d'une certaine manière l'a un peu payé, comme là il le payait avec cette histoire de pièce qui ne se faisait pas. Mais il faut dire que vous avez commencé très fort quand même. Dès 1972, vous étiez une toute jeune universitaire. Vous vous êtes attaqué pour votre première publication à Sade, Le Divin Marquis. Oui. Quand même. Oui, c'était pas très, très raisonnable. Mais de toute façon, je n'ai jamais été très raisonnable par rapport au sujet que j'ai choisi, parce que je pense que l'écriture sert à ça. Oui, mais... elle sert à aller vers des choses qui nous dérangent. Mais alors, Sade... vous armé pour Sade? Non, pas du tout. Je n'étais pas armée du tout. Mais en fait, le travail qu'on m'a demandé à ce moment-là était un travail sur la philosophie de Sade, qui en fait était destiné à mon mari, François Châtelet, qui était philosophe. Et il n'avait pas le temps de faire ce travail et il m'a dit « Eh bien, vas-y, toi ». Donc, je me suis plongée dans les œuvres complètes du marquis de Sade, à 20 ans, un enfant au sein et l'angélisme au cœur, je dirais. Et ça a fait quelques dégâts, mais je m'en suis quand même tirée. Mais vous avez raison de citer Sade comme le point de départ, parce qu'au fond, dans Sade, le corps est là tout le temps. Il est là tout le temps. Il est présent. Comme le lieu de la volupté, de la souffrance permanente. Hein. Exactement. Voilà. C'est parce que le corps fait l'œuvre quelque part. Le corps fait l'œuvre. Et moi, ce corps, j'ai envie de le questionner.
j'ai toujours eu envie de le Alors, questionner. vous avez continué avec les histoires de bouche, la nourriture, La nourriture, c'était ma thèse. qui est votre thèse, mais vous en avez fait aussi des livres Oui. qui ont fait date à l'époque parce qu'on n'évoquait pas l'anorexie, la boulimie. C'était des choses cachées. Vous avez évoqué tout au long de votre carrière des problèmes de société que Oui. l'on rangeait tranquillement sous le tapis parce Oui, que on absolument. trouvait ça honteux, fallait pas en parler. Oui, mais c'était toujours lié au corps, hein. toujours lié au corps, bien sûr. Dans le rapport à la nourriture, dans le rapport à la sexualité, dans le rapport À l'âge des femmes. Absolument. Par rapport oui, à la sexualité des anciens, en particulier, qui était absolument tabou quand j'ai écrit La femme coquelicot, par exemple. Mais aussi des problèmes liés à l'identité, comme l'histoire de l'hermaphrodite. Mais La aussi, tête à l'envers. Oui, la tête en bas. La tête en bas, En bas, pardon. c'est encore pire. Oui, c'est encore pire. Et donc, non, je pense que j'avais décidé, au fond, ça c'est peut-être mon côté un petit peu protestant, j'avais décidé que il fallait que j'aille voir là où les autres ne vont pas. Voilà. Vous y êtes allé, Oui, j'y suis allée. Pourquoi? Très fort, quand Mais même. j'y suis allée pour partager mais à vos mes risques. interrogations. Jamais pour des raisons Non, mais vous avez comment pris de dire, gros personnelles. risques quand même. Pardon? Vous avez pris d'énormes risques pris vis-à-vis de votre d'énormes corps, risques. vis-à-vis de votre Absolument. intégrité à vous. Absolument. Et vous saviez ce que vous faisiez, parce que la psychanalyse, c'est pas comme dans les tribunaux, vous savez ce que c'est. Je le savais. Et alors, c'est drôle parce que vous me parlez exactement comme l'autre me parle dans le livre. Hein, où elle me reprend sans arrêt. Elle me dit, mais dis donc, de quoi tu viens te plaindre, toi? Tu fais une main courante à cause du fait que tu as parlé sur le corps pendant 50 ans, mais c'est toi qui l'as choisi, ce sujet, etc. Donc, il y a toute une dimension humoristique de ce livre qui est présente quand même et qu'il ne faut pas oublier. Mais Heureusement. malgré tout, je dois dire que, au fond, l'occasion que j'avais là, dans l'obligation d'un corps immobilisé, hein, de m'interroger sur tout mon parcours était idéal. Et c'était le bon moment. Et je pense que la manière dont je l'ai fait était la bonne manière aussi. Parce que Avec je voulais... distance, Oui, ça mettait une distance. Je parle de cette avec dimension... beaucoup d'humour, une humoristique. apparente légèreté, mais en réalité, Voilà. c'est très très profond. Oui, parce que Vous allez au bout du bout. Là bout, encore. parce que quand je fais cette main courante contre X, on s'aperçoit bien au fur et à mesure que ce X, c'est un peu moi-même. Hein, voilà, voilà. Très vite. Et je le reconnais volontiers. Mais je ne regrette pas ce parcours. Je ne regrette pas toutes ces expériences que j'ai vécues dans les milieux de la chirurgie esthétique, Alors, où j'ai justement, assisté à on des va opérations. On va évoquer ces milieux de la chirurgie Oui, esthétique. avec plaisir. Partout où vous vous êtes adressé, vous avez toujours travaillé avec l'accord, une profonde empathie envers les sujets et la confiance des milieux où vous vous Oui. immisciez, parce que Absolument. la médecine, c'est quand même un milieu très macho Oui. à l'époque. La chirurgie, Elle l'est encore. je vous... Et c'était difficile de pouvoir entrer comme ça dans le domaine de Oui, mais dans de la l'ensemble, chirurgie esthétique. oui, mais dans l'ensemble, j'ai été toujours très très bien accueillie par le monde médical. Autant quand je m'interrogeais sur les questions alimentaires, qu'après, effectivement, avec la chirurgie esthétique. Dans l'ensemble, ça a été, un partage intéressant qui m'a fait un peu penser à ce que faisaient, d'une certaine manière, les philosophes du 18e, vous savez. Il n'y avait pas Diderot. Diderot, Rousseau, Bien sûr. avant Voltaire, etc., où se mélangeaient volontiers les romanciers, les philosophes, les hommes de science, parce qu'au fond, tous cherchaient des réponses à ce que c'est qu'un homme, un humain, un corps, un esprit, etc. Donc moi, je trouve qu'il faut garder ces passerelles. Alors, il y a eu un moment où ça s'est moyennement passé, effectivement. Voilà. C'est quand j'ai abordé un livre qui s'appelle Le baiser d'Isabelle. Oui. Le baiser d'Isabelle. Le baiser d'Isabelle, qui est l'histoire de la première greffe de visage. Là, j'ai eu quelques problèmes avec le monde médical et je ne passe pas sous silence ce problème que j'ai eu. Non, parce vous que l'évoquez très clairement. Je l'évoque. C'est dommage. Mais ça venait de quoi?
Ça venait du fait que... Parce que c'est un livre formidable, Le baiser d'Isabelle. Je trouve aussi, et surtout qui rendait hommage au travail des au travail extraordinaire qui a été fait par ces 45 personnes réunies, oui, qui ont reconstruit, qui ont redonné de l'humanité à cette jeune femme qui n'en avait plus, qui était sans visage. Je pense que ça a été lié à quelque chose de l'ordre de l'appropriation. Au fond, à la fois, ils avaient envie que je raconte cette histoire, mais en même temps, ils ont eu sans doute le sentiment d'être dépossédés. D'autant que j'ai eu avec Isabelle une relation très privilégiée. Je l'ai interrogée pendant des mois, etc. Vous savez, à chaque fois que je me lance dans une aventure comme ça, quelle qu'elle soit, je vais vraiment... Elle a intégré votre vie, Isabelle. Ah oui, oui. Je pense que c'est peut-être ça qui a causé problème, parce qu'elle vous confiait des réactions qu'elle ne confiait pas à ses psys. Et non seulement elle ne les confiait pas, mais d'une certaine manière, elle n'avait pas le droit de les confier. Par exemple, les médecins attendaient d'elle qu'elle dise « j'ai retrouvé mon visage ». Et elle me disait « Isabelle, je n'ai pas retrouvé mon visage ». Elle me montrait des photos. J'ai retrouvé un visage. Et ça, c'était un interdit. Et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer entre nous. Mais je ne veux pas rester sur cette histoire. Il y en a eu de trop belles pour qu'on s'attarde sur les choses les plus difficiles. Le corps des femmes vous a quand même aussi toujours beaucoup préoccupé. Vous vous êtes interrogé sur ce jeunisme qui pousse les femmes à se faire oui, tout à fait. Alors là, c'était il y a très très longtemps. Ça continue. Une enquête que j'ai faite dans les milieux de la chirurgie esthétique. Et moi, j'étais partie dans cette enquête. Ah, mais absolument, ça continue. Mais ça s'est même aggravé, d'une certaine manière. Et c'est là que j'entre dans la condamnation à travers aussi... des expériences vivantes. J'assiste à des opérations, je rencontre des patientes, pas des patients, parce que ce ne sont pas des malades, mais des gens qui sont vont volontairement... voilà, parce qu'ils sont en quête d'un corps qui les satisfasse, mais dans une société où effectivement il est pointé du doigt. Moi, je pense que l'image dévalorisée de son corps est peut-être la souffrance psychique la plus terrible. Et elle est entretenue, cette souffrance, par une société qui met de côté ses vieux, qui effectivement tombe dans un jeunisme épouvantable, qui fait que il entretient en quelque sorte la douleur de ces gens qui cherchent avant tout à plaire, mais beaucoup plus que ça. Je me suis aussi rendu compte... Se réhabiliter à leurs propres yeux. Plus encore que ça. Ils veulent tout simplement être aimés. Ça en dit long sur la société aussi. Alors, aussi, ceux que l'on efface, comme le traumatisme que l'on évoquait tout à l'heure, que la société ne veut pas voir, ce sont les femmes qui arrivent dans ce qu'on appelle le début du troisième âge, les femmes ménopausées, les femmes de 50 ans. Et là, vous écrivez, vous publiez une trilogie pour réhabiliter. Elles deviennent invisibles. Oui, tout à fait. Et il y a une sorte de conte philosophique qui s'appelle La Dame en bleu. Oui. Et là, vous avez déclenché un tsunami dans le monde entier. Tant mieux, je suis bien contente. Imaginez-vous que le livre a été traduit en allemand, par mon compagnon d'ailleurs, qui est traducteur, et qu'en Allemagne, se sont créés des clubs coquelicots de femmes qui revendiquaient l'amour tardif. C'est-à-dire... qui s'habillaient en rouge et qui revendiquaient l'amour tardif. On existe encore. Non seulement on existe encore, mais il y a on a le droit de vivre. Non seulement une sensualité, mais une sexualité, encore à cet âge, heureusement. Et là, je peux vous dire que j'ai reçu des dizaines et des dizaines de lettres de femmes qui m'ont remerciée et qui me disaient votre récit, c'est mon histoire. Oui. Merci de nous avoir sortis de l'ombre. Merci de faire parler de raconter ce qui ne se raconte jamais. Et ça, pour moi, c'est les retours de bonheur absolu, parce que, au fond, je me rends bien compte que depuis 50 ans, je disais tout à l'heure, je veux aller vers des lieux risqués, mais pas pour faire la maligne, parce que je pense que la littérature peut servir à ça. Il y a dans tout mon travail depuis 50 ans sur le corps, quand même, un désir non seulement d'aller au plus loin dans ce qui ne se dit pas,
Mais aussi, là où les autres ne vont pas. oui, mais d'être un peu une passeuse. Faire D'être un peu passer une des passeuse, idées, c'est important. faire changer les regards, Oui, et faire changer les regards avec votre mère, oui, entre autres. entre autres. Ça, Vous c'est- l'avez magnifiquement écrit dans La dernière leçon, qui là aussi a été un tsunami. Mm. La dernière leçon, c'est comment une mère qui veut mourir dans la dignité, qui choisit la date de son décès, L'annonce à ses enfants. l'annonce à ses enfants Mm, mm. et passe, cette fois dans le... C'est pas vous la passeuse, on vous passe l'acceptation de la mort et de la séparation de la mère. Exactement. Et grâce à ça, ma mère, à laquelle j'étais terriblement attachée, m'a prise par la main. Hein, la main est très présente dans tout ça. Hein. Laisse courir ta main. Elle m'a prise par la main et elle m'a fait faire tout ce qui d'habitude se fait après le deuil. Elle me l'a fait faire avant et avec elle. C'était ça son principe. À cette sage-femme lumineuse, on peut dire. Et grâce à ça, elle m'a petit à petit, presque d'une manière homéopathique, Fait comprendre amené, l'idée. oui, faire amené à admettre. l'idée de son départ, ce qui fait que le jour même, j'étais prête. Et je peux dire que je n'ai jamais pleuré ma mère après son départ. Parce que dans les 3 mois qui ont précédé son départ, j'ai reçu comment dire, son travail, c'est presque un travail presque au sens obstétrique du mot, hein, Ben, son elle a travail mis au sur la monde mort, sur le une deuil, autre. comme un cadeau, Oui. comme un cadeau magnifique. Elle a accouché, en quelque sorte, en tant que sage-femme, d'une autre fille. D'une autre fille un peu moins effrayée par la mort. En tout cas, dans l'acceptation de la mort d'une femme, et non seulement ça, mais elle a fabriqué aussi une militante. Parce que ma mère est une des On y fondatrices. reviendra, mais comment oui. la fratrie, vous êtes Oui. une fratrie très soudée, de Oui, 4 très. enfants, comment la fratrie, les autres frères et sœurs ont accepté, Ben, ils aussi l'ont- bien que vous? Vous savez, il y a 4 enfants, donc 4 façons d'avoir quitté cette mère. Et moi, je n'allais pas, parce que j'étais l'écrivain de service, prendre en charge l'histoire de mes frères et sœurs. C'est mon rapport à ma mère dont je parlais. Hein, et la manière dont elle m'a appris la mort. Voilà, la leçon, en quelque sorte. Mais est-ce que Mais les ils frères l'ont et sœurs l'ont aussi accepté, ils l'ont accepté parce que ma mère me l'avait demandé. C'est une décision que nous avons prise ensemble, ma mère et moi, quelques semaines avant sa mort. Quand j'ai dit, au moment où elle se demandait quelle chemise de nuit elle allait mettre pour partir, et que nous avons été pris d'un fou rire incroyable, et que j'ai dit, maman, je crois qu'il faut que j'écrive cette histoire, elle m'a dit, vas-y ma chérie, fais-le, on a besoin de l'entendre. Et elle savait d'ailleurs, elle savait en tant que sage-femme que la leçon qu'elle me donnait, je pouvais à mon tour la faire passer. Et ça, Et c'était une leçon de vie. c'est une leçon de vie. Et vous savez, je n'arrive pas à séparer en moi, et c'est pour ça que je dis on est double, on est triple, on est multiple, l'universitaire que je suis et l'écrivain. Il y a chez moi vraiment Le besoin de passer. le besoin de transmettre. Le besoin de transmettre. Je ne crois pas avoir écrit beaucoup de livres où il n'y ait pas cette nécessité, sauf celui-là, où je dis, cette Ouf, fois, je pose mon, ah oui, là, je souffre je trop. pose mon sac, Pourquoi- il faut que je le vide. Je le vide, et là, je joue perso, comme on dit dans le sport. Mais avec la dernière leçon, vous avez quand même soulevé un problème de société Oui, et vous avez connu l'engagement, le militantisme, Oui. calendrier, horaire surchargé. Là encore, votre corps, vous lui avez pas fait de cadeau. non, bien sûr, mais Juste- je le devais à ma mère. Juste, Je le devais à ma mère et je le devais à toute la société, et je le devais à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont tellement peur de la mort et qui n'ont pas tous une mère qui les prend par la main et qui leur apprend la mort. J'avais ce devoir-là. J'avais ce devoir de transmettre le flambeau de ma mère, et j'avais ce devoir d'interroger les législateurs qui, encore aujourd'hui, sont à la traîne et ne reconnaissent pas combien est nécessaire l'idée de choisir sa mort. c'est, bah, ça L'ultime s'appelle liberté. Mourir dans la dignité. Oui,
Alors le mot dignité me gêne un peu parce que C'est comme ça que ça s'appelle. ça s'appelle comme ça, la DMD, Association Oui. au droit pour mourir dans la dignité. J'aurais pas parlé de dignité, moi, si j'avais créé cette association. Parce que il n'est pas non plus indigne de vouloir rester dans la vie si on est Jusqu'au bout. lourdement handicapé. Voilà, c'est un choix parmi d'autres de partir librement. C'est une liberté. Oui, voilà, c'est une liberté. Et c'est une liberté que 99% des Français demandent aujourd'hui et n'ont toujours pas obtenue. Alors, ce militantisme vous a encore bien chargé, Oui. mais vous êtes allé, pour la première fois, vous avez su poser, là aussi, peut-être prématurément, votre paquet grâce au film qui a été tiré de ce livre. dont j'ai tiré également un deuxième livre, Un deuxième la livre, suite à la dernière absolument, leçon, sur Oui. le tournage du film, justement. sur le tournage du film. En fait, je parlais de la posture des morts dans la dernière leçon. Et je disais, où vont-ils se nicher, les morts, dans notre être? Alors, je pensais à François, mon merveilleux mari, que je sens de temps en temps penché derrière moi, et comme s'il regardait ce que je suis en train d'écrire. Et il est mort de ne pas pouvoir respirer, et c'est comme si je sentais son souffle encore dans mon cou. Et je me disais, mais ma mère, où vas-tu te mettre, toi? Et elle s'était logée dans mon ventre. Normal pour une sage-femme. Et quand j'ai écrit la suite à la dernière leçon, que j'ai laissé au fond ce livre à un autre milieu artistique et de parole, d'une certaine manière, j'ai laissé ma mère partir. Vraiment, parce qu'au fond, je l'emprisonnais dans mon corps. Et là, elle est partie avec François, mon mari d'ailleurs, dans ce monde dont je parle également dans Laisse courir ta main, pour la première fois, dans le monde que j'appelle les corps immatériels. Alors, justement, vous êtes cloué au lit. Oui. Vous ne pouvez pas écrire pour le théâtre. Si, j'ai écrit pour le théâtre, mais la pièce ne pouvez s'est pas pas être montée. jouée. Voilà. Blessure narcissique? Non, Blessure? non. Quelle blessure? Blessure bien plus profonde. Parce que ce goût du théâtre, il était bien plus précoce. À 15 ans, je voulais abandonner mes études pour faire du mime. Je le raconte d'ailleurs. Alors, Et vous montiez sur la table à 4-5 ans pour chanter. Et ça, absolument. J'avais du théâtral en moi que j'ai satisfait grâce à l'enseignement. Grâce à l'enseignement. Il y a une certaine théâtralité dans votre écriture également. Le théâtre, le dialogue m'est naturel. Voilà. Mais c'est vrai que l'enseignement est l'estrade d'un professeur ou d'un enseignant est une scène de théâtre. J'ai fait passer aussi beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire que la théâtralité m'intéresse et m'intéressait depuis toujours. Ça, c'est vrai. Donc, quand j'ai vu que cette pièce ne pouvait pas se monter, j'ai été atteinte profondément parce que comme je ne voulais plus écrire de livres, je me suis dit, au fond, ça y est, je suis morte à la création. Et c'est pour revivre et d'une certaine manière me reconstruire que j'ai décidé d'écrire ce texte et de faire de ce moment d'immobilité et de souffrance quelque chose de positif. Et je pense que toute douleur du corps peut être surmontée si on l'écoute, si on l'interroge, et si on comprend que quand le corps est en souffrance, en réalité, ce n'est pas le corps qui est en souffrance, c'est l'être. Il y a toujours derrière un corps qui souffre, un être qui réclame quelque chose. Et ça, c'est un des leitmotifs de ce livre, où je fais effectivement un inventaire de tous mes travaux, mais où je glisse ici et là des choses très personnelles. Je livre des choses très personnelles, non pas pour faire... Non, mais pas par désir subjectif, mais parce que, au fond, je veux faire entrer les lecteurs dans l'intimité du processus de création. Voilà le sujet du livre. Et plus que ça, la prise de conscience de ce qu'est la création et les souffrances qui vont avec. Dont on ne parle jamais.
aucun auteur n'est osé aller aussi loin, là encore. Laisse courir ta main, Noël Châtelet, c'est aux éditions du Seuil. C'est un livre à lire absolument. C'est mon coup de cœur, mon cher Rudy. J'en suis touchée.